Nan Kigali, il réveillé, il fait un choix. Nan Hanoï, Natal, Ramallah. Tanguy, il respiré, les voiles montés. Dans la horde, la passe Kampala. On dans il tic. Expérience pas me faire moins dire. Nous tous sommes femmes, leur crier. Je me présente, alors mon nom c'est Jenny-Laure Sully. Je suis organisatrice communautaire à la concertation des luttes contre l'exploitation sexuelle, la CLÉ. C'est un poste que j'ai commencé à occuper tout dernièrement, mais ça fait très longtemps que je m'implique comme militante à la CLÉ au niveau de tout ce qui concerne l'exploitation sexuelle. J'ai travaillé dans d'autres organismes comme le Mouvement contre le viol et l'inceste, entre autres, et je m'implique au niveau de la communauté haïtienne avec plusieurs organismes communautaires comme le BCHM, la Maison d'Haïti. J'ai travaillé beaucoup avec les femmes migrantes qui ont, surtout ces derniers temps, ont été victimes d'injustice. Et donc, il y a beaucoup de luttes à mener. Le fil conducteur dans la vie de plusieurs femmes, c'est la pauvreté. Vous savez, c'est souvent la pauvreté qui nous mène vers la prostitution. Et quand on souhaite en sortir, la pauvreté est un obstacle majeur. Et une fois sorti de la prostitution, la pauvreté est encore très présente. Alors, la CLÉ, c'est un organisme qui existe depuis 12 ans maintenant à Montréal, qui a une analyse critique de ce qu'on appelle l'industrie du sexe et qui aide les femmes qui ont un vécu en lien avec la prostitution. Donc la CLÉ vise à donner aux femmes des alternatives parce que bien souvent, les femmes qui se retrouvent dans la prostitution, les femmes qui sont exploitées sexuellement, très souvent c'est parce qu'elles n'ont pas eu de choix. Elles ont eu des circonstances de vie difficiles, elles ont vécu toutes sortes de violences. Nous toutes sommes femmes pour ayou, qu'un ben plus fort. Nous toutes sommes femmes pour chanter, les marchanter. Alors, mon nom est Marjorie Villefranche, je suis la directrice générale de la Maison d'Haïti. Le mandat du programme des femmes de la Maison d'Haïti, je dois un peu raconter un peu l'historique parce que c'est pas arrivé comme ça, dans le sens que la Maison d'Haïti a été toujours... il y a toujours une majorité de femmes à la Maison d'Haïti. Donc la Maison d'Haïti a toujours été orientée vers les questions féminines et féministes. Donc c'est un peu notre position depuis le départ. Et donc, je pourrais dire que depuis notre arrivée dans le quartier, on a d'abord eu ce qu'on appelait un centre d'action pour les femmes haïtiennes. Je suis Gerda Amazan. Ma formation de base, c'est en administration, gestion des affaires. J'ai une expertise dans la problématique de genre. Pour finir, je suis une citoyenne engagée dans ma communauté et je suis féministe. Notre mission, c'est vraiment outiller les femmes, c'est donner aux femmes l'empowerment, si j'utilise l'anglicisme, la capacité justement d'une prise en charge. Je pense que les droits des femmes de façon générale sont souvent pas respectés. Et quand on parle de femmes racisées, de femmes immigrantes, de femmes haïtiennes, c'est encore pire. Et les problématiques très graves en ce moment, c'est celle des migrantes haïtiennes, celles qui ont traversé la frontière récemment, mais d'autres qui ont, quand je dis récemment, je parle de l'été dernier, il y a eu une vague de migrants et de migrantes qui ont traversé la frontière, mais même celles qui ont traversé avant l'été dernier ont des difficultés. Et même les immigrantes qui sont établies depuis 5, 10, 15, 20 ans, 30 ans, c'est toujours plus difficile selon ce qu'on voit au niveau des études. Et bon, le centre lui-même, autour d'une personne qui était très active à ce moment-là, n'a plus existé, mais on a toujours continué à travailler sur la question des femmes.
Donc, quand est arrivé le moment de créer donc, ce qu'on appelle maintenant le dossier femmes, c'était comme naturel parce qu'on travaillait déjà sur les questions féminines, sur les questions féministes aussi. Donc, ça s'est fait naturellement autour de différents projets qu'on a réunis ensemble et qu'on a appelé le dossier femmes. Peut-être la première chose de dire que c'est pas seulement aux femmes de la communauté haïtienne parce qu'on est dans un quartier qui est multi-ethnique et donc quand on offre un programme, on l'offre à tout le monde. Bien sûr, on s'appelle Maison d'Haïti, donc c'est pour les femmes haïtiennes aussi, mais c'est pour aussi les femmes du quartier. Au dossier femmes, il y a une prise en charge individuelle, accompagnement, l'empowerment des femmes, mais également il y a le volet de sensibilisation. Le mouvement féministe doit poursuivre les luttes, non seulement pour freiner les violences faites aux femmes, à toutes les femmes, mais qu'il y ait aussi des espaces pour que toutes les femmes puissent dénoncer ces violences-là, mais également pour briser toutes les barrières qui bloquent l'atteinte de l'égalité réelle pour toutes et en tout. Haïti, c'était d'abord le pays de mes parents, le pays que je ne connaissais pas, le pays que je découvrais à travers des livres, à travers des images et à travers ce qui me relatait d'Haïti. Ma découverte d'Haïti s'est faite à l'adolescence. À ce moment-là, j'ai découvert que j'étais vraiment enracinée. Je me suis rendu compte que j'avais des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents, de la famille qui me connaissait et qui me devançait avant même que je ne sois arrivée. Donc ce sentiment d'appartenance et d'identité a été consolidé quand j'ai mis les pieds en Haïti dans les années 80. Je suis arrivée à Montréal en 1991 et à ce moment-là, je suis arrivée comme réfugiée politique et j'avais été incarcérée en Haïti. Donc arrivée à Montréal, ce qui m'attirait au niveau de la peinture a été d'abord thérapeutique, bien que j'ai étudié la peinture à New York, mais j'avais besoin de vivre toutes ces émotions et de guérir de toutes ces blessures. Donc inconsciemment, je dessinais beaucoup ces femmes que j'avais côtoyées en prison, des femmes haïtiennes, des femmes qui avaient vécu toutes sortes d'inégalités, de tortures, des femmes marchandes. Donc j'avais aussi, je pense, besoin de cet ancrage identitaire à ce moment-là, et j'avais aussi besoin de guérir. Donc j'ai dessiné toutes ces femmes empreintes de douleur. Et tout doucement, ma démarche s'est transformée. Bon, maintenant, j'ai plus de 20 ans au Québec, je pense 25 ans, 30 ans. Et ma démarche a changé avec le contexte. D'abord, la palette s'est allégée au niveau des couleurs. On vit 6 mois dans la neige, donc des aplats blancs et aussi d'autres thématiques, des problématiques écologiques, des problématiques qui remplissent le quotidien d'un artiste quand on écoute les nouvelles, quand on lit. Au niveau de la discrimination, je me rends très bien compte qu'il y a la discrimination raciale doublée en plus de l'obstacle d'être femme. Quand on voit un film comme Hidden Figures, et mes parents ont vécu à Chicago dans les années 57, on se rend bien compte, aux États-Unis particulièrement, du fossé qui existait, du fossé à combler et des exigences que ces femmes-là devaient mettre non seulement les bouchées doubles, mais étaient vraiment ségrégées. En ce qui concerne les femmes à Montréal, j'ai pas côtoyé énormément de femmes artistes, mais je vois que dans la nouvelle génération, il y a une relève de femmes artistes peintres, telles que Malicious et beaucoup d'autres. Et ce que j'essaie de faire un petit peu pour pallier à ces inégalités ou pour
je dirais pas pallier à ces inégalités, mais pour avoir une image plus positive et servir de figure de proue. Je travaille avec Passages to Canada, Passage au Canada et d'autres organismes, et je vais dans les écoles. Et je trouve qu'il n'y a rien de mieux, de plus tangible que d'être là en tant qu'artiste, femme, venant d'Haïti, et de leur parler de mon parcours et de leur dire oui, c'est possible déjà de vivre de son art, ce qui est un rêve pour la plupart des artistes, vivre de son art en tant que femme réfugiée et femme noire. Je trouve que l'action parle d'elle-même et est plus forte que, dans mon cas, que de donner des conférences. Je suis d'origine haïtienne. Je suis née ici, mais mes deux parents sont haïtiens. Puis, c'est ça, je suis haïtienne, née au Canada. Ça dépend des jours, des fois je suis canadienne, des fois je suis haïtienne. Puis, c'est pas mal comme... mais c'est vraiment présent comme dans ma vie en général. Là, ma culture est haïtienne chez moi, puis quand je sors dehors, c'est la culture de Montréal. Afro-urbain, je décris mon art comme ça parce que afro, tu sais, je trouve que ça englobe pas mal les cultures afro. Puis en tant que femme de la diaspora, comme je me reconnais beaucoup dans ce qui est afro-américain, afro, qui vient de différentes places. C'est ça. Puis sinon, urbain, c'est parce que mon inspiration vient pas mal de la rue, de la culture hip-hop. Puis on utilise le mot urbain comme pour le style urbain, musique urbaine. C'est très vague comme terme, mais ça fait référence, je trouve, au même bassin de personnes. Fait que j'écris mon art comme ça. Ben oui, c'est aussi pour ça, parce que, tu sais, si on va au musée, on va pas vraiment voir des femmes noires dans les peintures, là. Sinon, tu sais, ces représentations-là, ça va plus venir des artistes noirs en général. Puis, sinon, comme, c'est tout naturel. Tu sais, souvent, comme, j'ai à l'expliquer, mais on va pas demander aux artistes blancs pourquoi ils peignent des blancs. Ça, c'est naturel. Le conseil que je donnerais aux femmes de la communauté haïtienne, c'est vraiment comme de pas oublier d'où on vient. Parce que je trouve qu'on a tellement une force qui est, tu sais, une force d'esprit puis qui dort souvent, puis que si on s'en rappelle, on peut tellement tout faire, on peut tellement tout casser là, puis faire juste blow up, comme peu importe les obstacles qu'il y a, puis ou qu'est-ce qu'on peut vivre comme racisme, etc. Genre, cette force-là peut nous faire comme dépasser n'importe quoi, genre, toujours. Mon lien avec Haïti, c'est plus un lien indirect, étant donné que je suis née ici au Québec, à Trois-Rivières plus précisément. J'ai toujours un lien affectif, par contre, avec le pays. Mes parents sont très attachés à leur culture. Ils nous ont élevés dans la culture haïtienne, bien sûr à saveur québécoise. Donc, pour moi, c'est mon lien avec Haïti, c'est les histoires, les couleurs, les chansons, la musique, la nourriture également, puis tous les gens de ma famille avec qui j'ai des liens qui proviennent tous de ce beau pays. Ouais, moi aussi, c'est pareil, c'est genre un lien indirect, mais j'ai visité 2 fois. Donc, une fois, j'avais 1 an, puis une fois à 17 ans. Mais sinon, c'est ça, comme avec ma mère, c'est elle qui me transmet la culture, puis mes grands-parents un peu, parce qu'ils vivent encore là-bas, mais même là, c'est comme difficile, puisqu'on a 2 réalités complètement différentes. De genre, lui expliquer ma réalité, puis de comprendre la sienne, donc c'est un mini-lien, mais c'est ça. Moi, présentement, j'en ai pas tant. Je sais pas si j'allais voir ça de ma pleine vie, mais ce serait mon souhait. Ouais. Moi, je souhaite que dans pas trop longtemps, peut-être, j'espère voir ça au moins dans 10 ans, que chaque petite fille, tu sais, de tous les horizons va pouvoir ouvrir sa télé ou ouvrir un livre ou un magazine puis voir des personnes qui lui ressemblent. C'est tellement important. Tu sais, on n'a pas eu ça vraiment. Il y a eu quelques émissions, genre il y avait That's So Raven, il y avait Taïna, il y avait des petites choses, là, je suis vraiment l'air vieille, là. Mais
mais tu sais, qu'ils puissent avoir des histoires sur nous, mais pas nécessairement comme le rôle de la bonne, le rôle de la fille sassy de même, ou le rôle de je sais pas, tu sais, des rôles stéréotypés, mais juste comme une fille, tu sais, de la chick lit, là, avec une fille noire, là, qui vit juste sa vie, là, tu sais, puis qui sort dans les bars à Montréal, puis qui a son cœur brisé, puis whatever, puis mais que ça soit juste normal, qu'elle ait pas un background de gang de rue, puis de whatever, parce que c'est pas la majorité. Ouais. Tu sais, juste une fille normale, que oui, elle a ses struggles, elle a ses oppressions qu'elle vit au quotidien, mais que c'est pas axé sur « Ah, ça c'est un rôle pour une noire, là, ça, là, tu sais. » On m'appelle Joujou Turenne, Amie du Vent. Je suis auteure, principalement pour les jeunes, parce que j'aime bien prendre des propos compliqués pour les jeunes et les vulgariser. Donc des propos qui les amènent à réfléchir, à philosopher, à discuter entre eux aussi. Pour moi, avant d'être femme, on est une petite fille. Donc quand je rencontre les enfants, je les interpelle, je les sensibilise par rapport au rapport du genre masculin-féminin. Alors ce sont ces petites filles qui sont appelées à devenir des femmes qui déjà dès l'enfance ont des semences qui vont grandir en elles. C'est ce que j'essaye de faire. Maintenant, quand on parle de féminisme, le féminisme ne peut pas se faire juste avec des femmes. Il faut bien qu'il y ait des hommes aussi. Donc au passage, les femmes en devenir, donc les filles qui côtoient les petits garçons, donc ce propos-là les intéresse, les interpelle. C'est un dialogue que j'essaye de créer entre les deux genres dès l'enfance. Du côté des femmes maintenant devenues grandes, j'anime des ateliers, comme je disais tout à l'heure. J'écris aussi des textes pour donner une voix à celles qui n'ont pas de voix, pour parler de sujets qui ne sont pas nécessairement abordés sur la place publique. Et il y a des sujets qui sont lourds, qui ne passent pas dans des milieux occidentaux. Alors, pour donner une voix à cette parole-là, on utilise la poésie, on utilise l'humour, on utilise des chants pour dire des choses qui peuvent émouvoir tant par la parole que par le rythme utilisé, que par les harmonies, parce que et puis par le mouvement, ça devient un moment de partage plutôt que simplement un mot engagé. Mais l'engagement, il est tout à fait là. Et je pense que dans le quotidien, pas besoin d'être sur scène quand on est artiste. Dans le quotidien, le discours féminin, le discours féminisant, le discours pro-femme se doit d'être dans tout ce que l'on fait, dans tout ce que l'on vit. Et je dis toujours que le discours pour les femmes n'est pas un discours contre les hommes, c'est un discours qui s'en va pour qu'il y ait une harmonisation, pour qu'il y ait une place équitable de la femme. On est quand même 51% de la population sur la Terre. Donc que ce pourcentage-là se retrouve dans les sphères au niveau artistique, politique, qu'on ait des chances égales pour faire rejaillir soit notre connaissance ou notre art, puisque je suis artiste, qu'il y ait une place de choix dans ce que l'on fait. Mais c'est urgent, on est en train d'assassiner la moitié de la population. On est en train d'assassiner soit physiquement, soit moralement, soit mentalement, soit en coupant des chances, soit en faisant semblant qu'on ne comprend pas le problème. Donc oui, le silence tue. Alors la parole, le mouvement, des gestes, moi je vais plus comme j'allais quand j'avais 19 ans, j'allais dans toutes les manifestations, je ne fais plus ça. Mais je suis encore dans cette mouvance au niveau
On peut pas, je pense qu'on ne peut pas se considérer être femme noire en Amérique aujourd'hui, en 2018, et dire que ce sont des problématiques qui ne nous concernent pas. Moi, je suis une artiste de la parole. Même quand c'est écrit, c'est encore une parole. Même quand je danse, c'est encore une parole. Je trouve que plus on sera nombreux, nombreuses à parler, à dialoguer, plus on aura de chances qu'il se fasse même une toute petite route, juste un petit chemin là qui se ferait tranquillement à force de parole, et pour qu'il y ait une ouverture sur une terre plus ronde, plus équitable, plus équilibrée, plus yin-yang, plus mâle-femelle, féminin-masculin quand même. Et c'est donc pour moi une note d'espoir, bien que quand on regarde 2018, ça n'a jamais été aussi criant comme urgence. Peut-être aussi parce qu'il y a les réseaux sociaux, les gens se parlent plus facilement. Il y a des choses qui existaient, qui ressortent du lot maintenant. Donc, mon message, c'est de continuer à créer cette conversation, cette grande conversation, et apporter des actions, chacun à sa mesure, pour qu'il y ait une harmonie. Une harmonie. Le mot harmonie, c'est tout. Hein. Il y a espoir aussi. Mais pas les bras croisés, hein, ni la bouche muselée. L'harmonie, ça se chante, ça se parle, ça se danse, ça se côtoie, ça se pense, ça se rêve. C'est ce que je fais dans mon travail, du moins j'espère, j'essaye.